Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans une nouvelle émission Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois Enola. Comment ça va ? Mais ça va très bien. Et toi, Elsa ? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec toi. Surtout en cette veille de reprise de la Starac. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de toi sans parler de la Starac. Eh oui, c'est presque devenu mon nom de famille à force. Mais bon, t'as fait d'autres choses. Ça y est, ton EP est sorti. D'ailleurs, on va en parler. Mais j'aime bien commencer cette émission par demander à chaque personne que je reçois quel est toi ton premier souvenir lié à la musique ? Je crois que mon premier souvenir, ça doit être dans la voiture avec ma maman en train d'écouter du Mylène Farmer, tout simplement. Et est-ce que toi, t'as grandi avec des parents, justement, ce que tu évoques tes parents, enfin ta maman est-ce que t'as une famille qui faisait de la musique ou plutôt elle était assez mélomane de la musique c'était important la musique à la maison ? Pas tant que ça. À vrai dire, c'est plus ma maman qui mettait beaucoup de musique dans la voiture et c'était le seul moment où on écoutait de la musique tous ensemble. Donc j'ai des bons souvenirs de très longs voyages en voiture où on se faisait vraiment tout l'album de Mylène Farmer, de Lara Fabian, d'artistes dans ce style-là. Et c'était notre moment à nous où on pouvait vraiment hurler dans la voiture les paroles. Donc t'as été bercée plutôt à la variété française, toi ? Complètement. Et t'as étudié aussi le chant et le théâtre. Tu vas même au cours Florent à Bordeaux. Quand est-ce que toi t'as commencé ces cours ? Quand est-ce que tu t'es dit le chant et le théâtre c'est quelque chose d'important et je vais l'étudier ? En fait, déjà depuis toute petite, j'ai toujours chanté. Ouais. Et quand je suis arrivée à Bordeaux vers 8 ans, j'ai eu l'envie de faire des concours de chant. Du coup, ma maman m'a complètement soutenue là-dedans et j'ai commencé à concourir à différents concours régionaux. Et en fait, parmi une des membres du jury, il y avait une professeure de chant et on a été lui demander, est-ce que ce serait utile qu'il y ait des cours de chant, et évidemment que oui, mais quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on sait pas trop comment commencer en fait. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours de chant assez tôt, finalement, vers 10-11 ans, et les cours de théâtre vers 9 ans, je crois. T'as commencé le théâtre avant ? Exactement. J'ai commencé le théâtre avant et en fait, en grandissant, j'ai continué les cours de chant, j'ai continué les cours de théâtre. J'ai eu plusieurs occasions de pouvoir chanter dans des associations caritatives et en fait, ça s'est développé comme ça. Et quand il y a eu la création des cours Florent à Bordeaux, parce que c'est assez récent les cours Florent à Bordeaux, j'ai décidé de m'y inscrire. Et puis après, j'ai eu l'objectif d'aller à Paris parce que j'avais un peu cette impression que tout se passait à Paris. C'est vraiment pas qu'une impression dans ce métier-là en tout cas. Et en fait, j'ai un peu bataillé avec mes parents pour qu'ils me laissent aller à Paris. Il a fallu faire preuve de supercherie bien menée et en fait j'ai réussi en fait à les convaincre de me laisser monter à la capitale et de tout faire pour que mes rêves se réalisent, prennent vie. Est-ce que c'est une fois que tu as eu ton bac que finalement tu arrives à convaincre tes parents et partir à Paris dans la filière comédie musicale, des cours Florent toujours ? Exactement, ouais. C'était la condition, le bac. Et oui, c'est normal. D'abord les études avant les rêves, même si des fois... Ah oui, moi ça m'embêtait profondément. J'ai jamais utilisé mon pauvre bac. Et c'était évident justement pour toi, on parlait des cours Florent, de passer de ceux de Bordeaux à ceux de Paris ? C'était évident dans le sens où, comme je disais, pour moi, les opportunités professionnelles, elles allaient être à Paris et je me voyais pas évoluer dans ce métier à Bordeaux, en fait. Donc, et au début, mes parents étaient profondément contre que je monte à Paris. Et en fait, au cours Florent, il y a une classe qui s'appelle la classe libre, qui est une classe très élitiste. C'est vraiment les meilleurs des meilleurs et c'est une classe où les cours sont payés. Et en fait, j'ai eu
la chance, le miracle d'être prise au premier tour et au deuxième tour, alors que j'avais que 16-17 ans quand j'ai passé les castings. Et en fait, plus j'avançais dans les tours et plus c'est posé la question de est-ce que j'allais aller à Paris si j'étais prise, parce qu'en fait c'était tellement inespéré et une occasion en or, tellement on est 2000 à passer le concours, on est 18 de prix, enfin c'est un peu comme la Starac finalement. Voilà, et donc et en fait plus ça allait et plus mes parents ont commencé à se faire à l'idée que en fait Paris ça pouvait être envisageable, et j'ai pas été prise à cette classe libre, mais comme mes parents ont ouvert un peu la porte de ok tu peux aller à Paris, en fait je l'ai enfoncé. Dans la foulée j'ai passé l'audition de cours Florent, des cours Florent comédie musicale à Paris, j'ai été prise, et donc voilà quoi. Ça a été un peu ma porte ouverte en fait, la classe libre, même si j'ai pas été prise. Le fait est que tu passes toutes ces étapes-là, elles leur ont dit ah ouais en fait elle est faite pour ça, il faut qu'elle y aille quoi. Exactement. Et donc tu quittes les cours Florent pour aller au Conservatoire de Paris. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre les cours Florent et le Conservatoire de Paris? Oula, c'est une question complexe. Les cours Florent, c'est 36 heures de cours par semaine, avec 8 heures de cours de danse, je crois, 6 heures de chant, 9 heures de théâtre. C'est vraiment, c'est extrêmement lourd, et c'est vraiment, comment dire, des pôles très différents. En fait, tout communique. Entre tous les pôles communiquent entre eux, mais c'est vrai que c'est chaque professeur a pour but de te faire évoluer dans sa discipline. Okay. Alors que le conservatoire, il y a quelque chose de chaque matière se sert, et les professeurs communiquent beaucoup entre eux. Et ouais, il y a quelque chose un petit peu, le conservatoire, on a des cours de mime par exemple, on a des cours de chant lyrique, de solfège, de technique vocale, il y a quelque chose où tout est très comment dire, fait pour fédérer autour de l'art de la comédie musicale, alors qu'au cours Florent c'est un petit peu plus polarisé en fait. Okay. Je sais pas si j'ai très bien expliqué. Si. Parce que c'est pas, enfin, pour l'avoir vécu, même moi des fois je sais pas toujours expliquer la différence. Et, du coup, pourquoi est-ce que t'es passé des cours Florent finalement au Conservatoire de Paris? Ça a été un concours de circonstances, hein, honnêtement. Je m'épanouissais pas énormément au cours Florent, parce que les cours Florent, c'est une école qui est très prestigieuse, du coup il y a beaucoup de monde, et je crois que j'avais besoin d'un plus petit effectif. Okay. Je pense que c'est une des raisons principales, et en fait j'ai rencontré une prof de chant qui m'a parlé du concours du conservatoire alors que je le connaissais pas du tout, et j'ai passé le concours et j'ai été prise, et en fait ça a été ma porte de sortie, on va dire, enfin la bonne occasion entre guillemets. Je me suis dit bon, ça arrive à ce moment-là dans ma vie, pourquoi pas y aller. Ouais, finalement, il y a beaucoup aussi de circonstances ou de choses, des chemins qui se croisent sans qu'on les voit, finalement, qui sont les chemins les plus importants. Complètement. Ah, mais il y a beaucoup de concours de circonstances dans ma vie, hein, honnêtement. Et tu parles beaucoup des comédies musicales. T'as toujours été attirée par les comédies musicales, toi? Oui, toujours. Toujours, je me souviens très bien petite qu'on avait les DVD de Roméo et Juliette, du Roi Soleil. On n'avait pas Notre-Dame de Paris, mais je connaissais très bien les chansons. Ouais. Et je connaissais par cœur les comédies musicales, notamment Roméo et Juliette. Et ça me faisait rêver. Je les regardais en boucle et en boucle et en boucle. Je les connaissais par cœur, mais pourtant je changeais jamais de CD. Donc non, ça a été présent très tôt, mais j'étais très comédie musicale francophone. Oui. Pas du tout anglophone, et c'est le fait d'intégrer les cours Florent puis le conservatoire qui m'a vraiment ouvert à cette culture anglophone des comédies musicales. Oui, parce qu'elle est très importante, bien plus qu'en France finalement. Bien sûr, ouais, complètement. Finalement, on n'a pas tant de choses que ça en France. Oui. Si on compare. Est-ce que tu peux nous dire que certaines que tu préfères et que même tu aurais aimé faire si tu avais eu l'âge ou le moment qu'il fallait, quoi? J'aurais adoré faire Juliette. Ah, mais vraiment, je pense que c'est le rôle de mes rêves en termes de comédie musicale, c'est vraiment Juliette dans Roméo et Juliette. Je connais toutes les chansons par cœur. Voilà, c'est Juliette.
Ah, c'est un peu Voilà. celle qui a bercé aussi ton enfance en France, enfin, vu qu'elle est Oui, française, tout oui. ça. Du coup, voilà, ça me rend pas très objective, mais je pense vraiment que c'est vraiment ce rôle-là. Je trouve les musiques superbes. Même les décors, comment ça a été, enfin la mise en scène, j'aime beaucoup, beaucoup cette comédie musicale. Bah écoute, en ce moment, ils refont les comédies musicales, que pourquoi pas? Oui, mais ils le font avec le cast Oui. original. Ouais, Ils ont c'est bien vrai. raison. C'est vrai. Donc, écoute, on verra bien. Un jour peut-être, on ne sait pas. Exactement, ouais, peut-être. Bon, donc, je le dis tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent depuis ton passage à la Star Academy l'an dernier. Tout à fait. Faire cette émission, a été un rêve pour toi depuis toujours. Est-ce que tu as une saison qui t'a marqué plus que les autres? Bah, pas tellement, parce que j'étais petite. Donc, c'est des souvenirs assez flous. En fait, je me souviens très bien d'images en fait que je voyais à la télé, mais une saison particulière. Après, il y a la saison 4, évidemment, avec Grégory Le Marchal, qui a beaucoup marqué tout le monde. Mais en soi, pas plus que ça, si je vais être tout à fait honnête. Pas plus que d'autres. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ton esprit, toi qui as toujours rêvé du coup de faire cette émission-là, quand tu vois que la Star Academy reprend et que ça y est, les castings sont ouverts? Et ben en fait, à ce moment-là, j'étais en Espagne, je rendais visite à une amie qui faisait son Erasmus là-bas. Et en fait, j'étais dans un café, voilà, étudiant le soir. Et en fait, passe du coup la vie d'audition entre deux programmes. Je crois que c'était pendant Koh-Lanta. Cette information est inutile, mais voilà, je crois que c'était cette émission-là un mardi soir. Et en fait, j'ai ma maman, mon papa, ma petite sœur qui en même temps m'envoient des messages, mais écrits en majuscules, donc tu sais que c'est important, de la Starac reprend, Enola, ça y est, c'est bon, les rumeurs, elles disaient vrai. Et en fait, j'y croyais pas. Et je sais que j'ai une amie qui prend une vidéo de moi en train d'en parler et de chanter l'hymne. Et en fait, on était sortis en fait du bar toutes les trois. Il était un petit peu tard et en fait, on s'est dit mais ce serait trop bien que tu le fasses et tout. Et je sais pas pourquoi cette amie a filmé ça. Et j'ai encore cette vidéo là. Et du coup, en fait, j'ai vraiment une trace de ma réaction quand ils ont annoncé que ça revenait. Et le lendemain, j'étais toujours en Espagne et je regardais le formulaire et voilà, dans la semaine, tout était envoyé. Et je pense que j'ai dû être dans les premières candidatures qu'ils ont reçues, quoi. Ah, c'est génial d'avoir ce genre de souvenirs. Enfin, ouais, complètement. Mais gravé, je me dis, c'est fou. En fait, je me souviens vraiment exactement de tout parce que en plus, tout était filmé. Et ce qui est très drôle, mais vraiment extrêmement drôle, le jour où j'ai appris du coup qu'ils relançaient la Starac, donc ce soir-là où j'étais en Espagne, je portais exactement la tenue que je porte dans le générique et sur la photo de classe de la Starac. Si ça, c'est pas fou, mais exactement la même tenue et j'étais coiffée exactement pareil. J'avais génial. Tout pareil. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Mais ça, on parlait de circonstances, tu vois, regarde. Ah bah voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les castings? Parce que je sais pas si tu peux tout dire, mais... Bah en fait c'est assez simple, on s'inscrit, enfin moi en tout cas je me suis inscrite sur le site de MyTF1, j'ai envoyé 2 vidéos, ensuite ils vous recontactent, il faut encore envoyer d'autres vidéos de chant, plus une vidéo de présentation et une vidéo de danse, et après si vous êtes sélectionné, vous avez rendez-vous à l'Atrium de TF1, où là aussi il y a pas mal de choses à préparer, et ils vous font, alors moi ce que j'appelle le test de personnalité, mais eux ils appellent ça le screen test, c'est un test de personnalité, hein, ils osent pas le dire, mais c'est clairement ça. Et où on te pose un petit peu plein de questions sur ta vie, sur tes amis, sur ta famille, sur ce que tu aimes dans la vie, ton rapport à la célébrité, à la Starac si tu es pris, voilà, tout ça. Et ensuite, tu attends très très longtemps, 2-3 mois avant d'avoir la réponse. Ah oui, c'est un peu long. C'est super pour toi, long. Quoi. Ouais. Ah ouais, moi j'ai vraiment vécu l'été le plus long de ma vie. Vraiment. En plus, toi, justement, t'es un peu la candidate qu'on a connue avant les autres. Ouais, complètement. Mais du coup, j'étais la candidate qui a été prévenue dans les dernières. C'est génial. Donc, ouais, totalement. Sur le plateau de Danse avec les stars. Et comment s'est passée cette surprise-là? Parce que arriver à te mettre dans un plateau sur Danse avec les stars, ça doit pas être très facile, quoi. Bah non, mais ils ont été assez futés.
honnêtement. En fait, tout simplement, ils ont appelé mon copain et ils lui ont dit, voilà, elle est prise, il faut que tu nous aides à mettre tout en place. Il y a eu plein de choses un petit peu suspectes, mais bon, je me suis dit, bon, allons-y. J'ai demandé à mon meilleur ami de venir avec moi. Et on y est allé. En fait, on y est allé. On avait un petit peu des doutes. Il y avait des choses qui semblaient un peu bizarres, mais bon, on s'est dit, ok, on y va. Et en fait, passe 3-4 heures d'émission. Et là, je vois Nikos et mon meilleur ami qui me donne des coups de coude et qui me dit, Nola, je crois qu'on s'est pas fait de film là. En fait, ça va vraiment arriver. Et moi, j'avais le cœur qui battait très très fort. J'avais du mal à y croire. Je savais pas trop comment réagir, honnêtement. Parce qu'on est, il y a plein d'émotions qui se mélangent. Donc voilà comment ça s'est passé. Il m'a fait croire qu'il avait eu des places par sa maman pour aller sur le plateau. Et voilà comment j'ai atterri là. C'est génial. Ouais, vraiment, c'est une super surprise. Et puis je me sens chanceuse d'avoir en image ce moment où on m'annonce que beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Et finalement, donc, toi, tu as réussi à avoir un peu toutes les étapes clés par vidéo, mais sans vraiment le vouloir, quoi. C'est génial. Ah ouais, complètement. Ouais, c'est vrai, je l'avais jamais réalisé, mais ouais, complètement. Et du coup, c'est le 15 octobre, avec la chanson Voilà, qu'on découvre finalement ta voix, parce que alors on t'avait vu en tout cas physiquement. Est-ce que cette chanson, c'est quelque chose qui te parlait et qui était... Parce que finalement, Barbara, elle se présente en tant qu'artiste, et est-ce que c'était finalement comme ça que tu avais envie d'arriver à la Starac ? Complètement. Les équipes de casting, en fait, avant le premier prime, elles nous proposent une liste de chansons, de 3 chansons qu'ils ont présélectionnées. Mm-hmm. Et directement, ils me disent, voilà, nous, on a un coup de cœur pour Voilà de Barbara Pravi. On t'en a mis 2 autres pour quand même être fair play. Mais c'est vrai que, voilà, tu connais notre préférence. Et moi, je leur ai dit, dans tout ce que vous me dites, moi aussi, j'ai un coup de cœur pour cette chanson-là. Donc, en fait, je leur fais les 3, parce qu'en fait, on filme les 3 et on leur envoie pour qu'ils puissent constater un petit peu quelle chanson rend le mieux. Okay. Et en fait, on s'est complètement entendu sur le fait que c'était Voilà de Barbara Pravi qui rendait le mieux à l'image. Et pendant un moment, ça a été compliqué de travailler cette chanson parce que j'avais beaucoup de mal à la chanter sans pleurer à la fin. Vraiment, je m'effondrais en pleurs parce que il y a le stress, parce que en fait, cette chanson vraiment, c'était moi, c'était mon histoire, elle arrivait. Je la chantais à un moment de ma vie qui correspondait parfaitement aux paroles de la chanson et à ce qu'elle racontait. Donc il y avait une sorte de synchronicité dans tout qui faisait que j'étais très émue en fait à chaque fois que je la chantais, et à force de la chanter, du coup j'ai réussi à calmer ce truc-là. Mais c'est vrai que sur le prime, quand je la chante au moment du pont en fait où je dis ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps, j'ai la voix qui tremble et j'étais très émue. Donc non, j'étais très très heureuse et je me sens encore très chanceuse que ma première chanson sur un plateau de télé, un peu à la télé devant la France, où on dit devant la France, mais bon, tous les Français n'étaient pas devant leur poste. Non. Ils avaient bien tort. Mais voilà, en tout cas ma première chanson pour me présenter au public français qui regardait la télé à ce moment-là, c'est une chanson que je trouve on ne peut plus juste en fait par rapport à mon histoire et à ce que je voulais dire ce soir-là. Et ce soir-là, alors je pense que c'était vraiment ce soir-là pour pas dire quelques jours après, mais tu formes déjà le duo qui est quand même le plus iconique de cette saison-là avec Louis. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'un coup de foudre amical finalement, parce qu'on pouvait pas parler des Nola en tout cas pendant ces semaines-là sans parler de Louis, et l'inverse c'était vrai. Complètement, non, complètement. Plus une évidence, ouais. Ça, c'est clair qu'il y a eu une évidence tout de suite entre nous deux. Et puis, on s'est rencontrés sur les castings, en fait, à l'Atrium de TF1. Okay. On était tous les deux à passer les castings le même jour. Et ce qui est fou, c'est que on a discuté très brièvement, mais on n'a pas pris nos contacts ou quoi. Enfin, vraiment, je m'attendais pas du tout à le recroiser. Et effectivement, pendant la semaine de préparation et d'isolement, une alchimie naturelle. Il y a des choses qui s'expliquent pas, et c'est vrai que dans le château, on est très seul en fait. Finalement, même si on est entouré de
de 12 autres personnes, on est assez seul et c'est important, je pense, d'avoir un binôme et d'avoir un repère. En tout cas, moi, ça m'était vraiment nécessaire, je pense. Et à lui aussi. Et du coup, on s'est bien trouvés pour ça. Et, les semaines passent, les duos aussi avec les artistes, autres qu'avec les autres candidats. Est-ce que tu as des duos qui t'ont marqué plus que d'autres? Le duo avec Patrick Bruel. Je le dis souvent, mais c'est vrai que c'était le duo de la demi-finale. Et je savais pas si j'allais rester ou si j'allais partir. Et quand le public se met à chanter, j'ai pas ma vie qui défile devant mes yeux, mais j'ai toute mon aventure. Et je me dis, bon, si je dois partir ce soir, voilà, je prends ce moment-là où les gens chantent pour moi pour vraiment regarder. Voilà, imprimer en moi, voilà, le décor du plateau, le public, le jury, mes camarades qui sont sur le côté. Et je me dis, bon, je veux me souvenir de ça si ce soir je dois partir, quoi. C'est vraiment ça que je me dis. Bon, tu finiras finalement seconde de cette saison, qui a été remportée par Anisha. Donc la Starac, on l'a dit, ça reprend demain. Et si certains académiciens alors pouvaient t'entendre, qu'est-ce que toi tu leur dirais? Qu'est-ce que tu conseillerais, même si on sait qu'ils pourront pas t'entendre tout de suite? Oh là là, il y aurait tellement de choses. En plus des choses tellement du pratique, quoi. Je dirais aux filles, ne vous endormez pas avec les cheveux mouillés, vous allez attraper froid. Parce que en fait, on est tout le temps sous des grosses lumières, en fait, sous des grosses LED. Ouais. Et en fait, quand la nuit, en fait, ils éteignent les LED. Donc en fait, le château se refroidit parce que les LED, mine de rien, ça chauffe le château. Et en fait, plus d'une fois, on s'est fait avoir parce que on s'était lavé les cheveux, on n'avait pas eu le temps de les sécher et en fait on a attrapé froid. Ouais. Et autant les garçons, bon, ils ont pas les cheveux trop longs pour ceux de cette année, donc ils avaient pas trop ce désagrément-là. Alors nous les filles, le nombre de fois où on s'est réveillé avec des mal de gorge juste parce que on n'avait pas séché nos cheveux. Enfin bref, c'est vraiment le conseil nul. Je vais en trouver un meilleur. Je dirais de tout vivre à fond. De vraiment tout vivre à fond. On va beaucoup leur dire ce mot profiter, mais ça veut un peu rien dire. C'est comme lâcher prise. Il y a personne qui sait vraiment trop ce que ça veut dire. Mais je dirais tout vivre de manière très intense. Voilà. Si vous êtes heureux, mais criez de joie. Si vous avez envie de pleurer, mais faites que ça sorte pour pas le garder en vous. Tout ce genre de choses en fait. Si vous avez un objectif, faites tout pour l'atteindre. Voilà, si vous vous dites ok, je dois tenir jusqu'à telle semaine, donnez tout en fait, n'ayez aucun regret. Et moi c'est comme ça que j'arrive à dire maintenant que j'ai aucun regret sur mon aventure. C'est parce que vraiment j'ai vraiment tout vécu de manière très généreuse et honnête en fait. Donc voilà ce que je dirais. Et après cette aventure, comment s'est passé le retour à la vie normale, enfin en tout cas à ton quotidien, parce que je me souviens qu'on avait vu que tu avais reçu des mails de factures d'électricité en retard. Oui, tout à fait. Oui, je pensais avoir payé ma facture. En fait, j'avais payé ma facture juste avant de partir, et je sais pas pourquoi, il y en a une autre qui a dû arriver, et du coup, voilà, elle n'était pas payée. Et en plus, comme j'avais dit à ma maman, ne t'inquiète pas, j'ai tout payé, tu n'auras rien à régler à ma place pendant que je serai dans le château. Mais en fait, elle a pas du tout regardé. Bref, passons. Mais non, en tout cas, pour les factures d'électricité, ça c'est bon. C'est réglé depuis un bon moment. Et non, l'extérieur, l'après, c'est comme tout gros chamboulement. Il y a une période d'adaptation, il faut retrouver de nouveaux repères, où il y a des choses qui ont changé. Donc, faut savoir comment réagir face à ça. Et puis après, ça file droit. Après, on retrouve une stabilité de vie, en fait, avec tous ces nouveaux changements qui ont été ajoutés, entre guillemets. Et donc, après la Starac, je suis désolée, on a déjà un petit peu en parlé. Tu as sorti ton premier EP qui s'appelle Mémoire d'un été. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre? Alors, même si l'un des titres qui est dans l'EP est un titre éponyme, du coup, de l'EP. Complètement. Mais pourquoi, du coup, tu as choisi ce titre-là? C'est venu assez naturellement. On n'avait pas trop de noms. Pendant longtemps, on n'a pas eu de nom pour l'EP. Et en fait, quand j'ai écrit Mémoire d'un été, je trouvais que... en fait, c'était le dernier titre et en fait, il résumait bien le tout.
Et on a commencé par tester plein de choses, mélancolie d'un été, je sais plus, toutes les choses qu'on testait un petit peu pour voir si ça marchait. Et à chaque fois, on revenait à Mémoire d'un été. Donc, on s'est dit, bon, ouais, ce sera Mémoire d'un été. C'est un petit peu long comme titre, mais bon, ça va. Il y a 3 mots. Oui, non, ça va. C'est pas très long quand même. Et ton EP s'ouvre avec le titre Belle et douce, que je te propose d'écouter tout de suite. On en parle juste après. Avec plaisir. Bouche entrouverte, cheveux d'ébène, elle les regarde à peine. Son corps ondule, transpire la vingtaine, des envies incertaines. Près d'elle une odeur de tabac froid, d'éphémère immédiat. Porte une bague à chacun de ses doigts, de sorte qu'on ne sache pas. Parce qu'elle est belle et douce, les yeux blouses, leur désir tente de l'effleurer. Belle et douce, elle aime et doute, de n'être qu'une âme à dénuder. Elle est belle, elle est douce, personne ne la touche, des sourires à peine marqués. Elle est belle, elle est douce, caresse dans la douche, juste encore à dévorer. Savoir où la main va se poser, danse le rock en soirée. Elle aimait voir les garçons pleurer, l'image se défroissait. Minuit 7, ses cheveux défilent, elle est seule sur la piste. Rêve d'un amour qui anéantisse les hommes, leur cantatine. Parce qu'elle est belle et douce, les yeux blouses, leur désir tente de l'effleurer. Belle et douce, elle aime et doute, de n'être qu'une âme à dénuder. Elle est belle, elle est douce, personne ne la touche, des sourires à peine marqués. Elle est belle, elle est douce, caresse dans la douche, juste encore à dévorer. Parce qu'elle est belle et douce. Parce qu'elle est belle et Parce qu'elle est belle et douce. C'était Belle et douce de mon invité Enola. Comment est-ce que tu as imaginé ce titre ? Parce que il faut savoir quand même que tu as écrit tous les titres et que tu en as co-composé 2. Exactement. Du coup, je voulais savoir comment tu travaillais un titre et du coup, comment était né le titre Belle et douce qu'on vient juste d'écouter. Eh bien, en fait, Belle et douce, il est né avec François Henry en studio. En fait, on cherchait une mélodie. Voilà, il a posé quelques accords et j'ai commencé à avoir ce refrain qui est venu. Et j'avais en tête 2 mots qui étaient Belle et douce et qui me faisaient beaucoup penser au personnage de Malena dans le film Malena, joué par Monica Bellucci. Et voilà, en fait, on a créé la mélodie. Après, je me suis isolée pendant 1 semaine pour écrire les paroles. Et voilà, comment est née Belle et douce. J'avais envie de parler de cette femme, de ce film aussi que j'aime énormément, de ce personnage qui est très désiré, mais qui ne souhaite pas être désiré, et pourtant ça la flatte, mais elle s'en lasse très vite. J'aimais bien cette dualité-là, et j'avais envie d'en parler dans cette chanson. Outre la musique, tu partages aussi beaucoup de moments avec tes proches que tu immortalises souvent à l'argentique. C'est d'ailleurs comme ça que la photo de ton EP a été faite. Exactement. D'où te vient cet amour pour l'argentique ? Dans un déménagement. Dans un déménagement,
j'ai retrouvé l'argentique qu'utilisaient mes parents quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, je leur ai demandé est-ce que je peux le prendre. Et en fait, ils m'ont dit oui. Et j'ai développé une sorte de comportement presque maniaque, de tout prendre en photo et en vidéo, et pour avoir des souvenirs. J'ai un petit peu parfois cette peur d'oublier les choses. Et je trouve que l'argentique, ça cristallise un moment. C'est plus intéressant, je trouve, que des photos prises avec le téléphone où il y a une sorte de banalité récurrente. En fait, c'est presque un réflexe dès qu'il y a quelque chose d'un peu intéressant, on prend le téléphone. Oui. C'est vrai que l'argentique, il sert pour des moments vraiment importants où il y a quelque chose de plus unique, en fait, dans les moments qu'on peut voir sur des clichés argentiques. Et je crois que j'aimais bien ça. Oui, c'est vrai que tu as raison. On a un peu cette habitude maintenant de sortir le téléphone pour tout et rien. Tout à fait. Même si, et les 3 quarts du temps d'ailleurs, on va être honnête, on ne s'en sert jamais. On regarde jamais les photos. Moi, je sais que les photos sur mon téléphone, je les regarde jamais. Alors que finalement, l'argentique fait que il y a une autre réflexion, et c'est vrai que tu figes quelque chose que tu n'aurais pas pu figer avec un téléphone, parce qu'en plus, tu vas l'avoir physiquement. Exactement. Et puis, il y a ce côté où il y a 36 poses, on peut pas voir le résultat tout de suite. Du coup, quand on reçoit le tirage, il y a cet effet un peu de surprise. Plein de fois, je me suis dit, oh là là, mais je me souvenais pas que j'avais pris ça en photo. Donc, c'est chouette aussi. Ouais, c'est comme si on se faisait un cadeau à soi-même, parce que sinon, c'est toujours surprise, quoi. Exactement, on se surprend. Du coup, juste avant, je parlais de tes proches. D'ailleurs, tu partages aussi sur les réseaux sociaux certains des moments d'écoute qu'ont vécu tes proches sur ton EP. Mm-hmm. C'était important pour toi d'avoir leur avis, leur ressenti sur l'EP que tu as préparé? Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, l'avis de mes proches, il est très très important. Je les appelle mon public test. C'est-à-dire que je leur fais écouter les musiques et je recueille en fait leur retour et parfois on fait des petits ajustements par rapport à ce qui a été dit quand on a reçu une majorité de retours par rapport à un détail. Souvent leur avis compte et du coup on essaye de corriger ce détail-là. Mais ouais, bien sûr. Mes proches sont très importants et prennent une grande place dans ma vie et forcément, c'est les premiers à écouter mes chansons. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu leur donnes les écouteurs en disant « Tiens, écoute ». Je suis stressée. J'ai peur qu'ils aiment pas, forcément. J'ai peur qu'ils aiment pas ou pire, qu'ils trouvent que ça me ressemble pas. Donc, un peu stressée et puis voilà, j'attends et je les regarde et bizarrement, 3 minutes, ça commence à devenir très très long. Donc, voilà. On a parlé du titre Belle et douce. Et en deuxième titre, donc je l'ai fait un peu dans l'ordre, J'ai failli te dire je t'aime. Est-ce que celui-là aussi, il a été inspiré d'un film? Non, celui-là, alors c'est le dernier que j'ai écrit. Et celui-là, c'était plus un lien entre Belle et douce et Mémoire d'un été. J'ai aimé, en fait, dans cette EP, me raconter une histoire. Et j'avais besoin d'une chanson où elle doute, en fait. Où elle doute, où elle aime, mais elle a un besoin de liberté qui la dévore. Et elle est face à ses contradictions, en fait. Donc, ça raconte ça, en fait. J'ai failli te dire je t'aime. Et est-ce que tu mets une part de toi, de tes sentiments aussi dans ce titre-là? Alors, ça ressemble pas à ma situation, mais c'est sûr que oui, forcément, je me suis inspirée de ma situation pour l'écrire. Et l'EP se termine avec le titre éponyme, je le disais tout à l'heure, qui s'appelle Mémoire d'un été, dans lequel on entend Philippe Anguin. Pourquoi est-ce que tu as choisi de mettre sa voix sur ce titre? Un concours de circonstances. On y revient. Voilà. Roman a composé Mémoire d'un été et je pose les paroles dessus et on se rend compte que c'est pas forcément un titre qui nécessite un refrain, mais on a envie d'une pause, on a envie de quelque chose. Et j'essaye de parler. On n'est pas convaincu, le résultat est pas concluant. On met des répliques de films et là on voit que déjà ça, il y a une émotion qui ressort, qui est beaucoup plus intéressante. Sauf que droit d'auteur, on n'a pas le droit de prendre des répliques de films comme ça. Et en fait, je pense au grand-père d'une de mes amies
qui vient tout le temps nous voir à nos spectacles de conservatoire, qui est toujours partant pour tout. Et en fait, je lui envoie un message et je lui dis est-ce que ça te dirait de parler de l'amour et de poser ta voix sur ce titre-là. Et il me répond favorablement et on passe 2 heures à parler de sa vie, de sa femme, de ses amours, de son rapport à l'amour. Et c'était très émouvant, très très chargé en émotions, très intéressant aussi. Et on a réussi à tirer cette partie-là de ce qu'il dit pour la mettre dans la chanson. Donc, tu as enregistré en fait toute cette conversation dont tu viens de nous parler. Ouais, il y a plus de 2 heures de conversation pour tirer à peine 30 secondes. Ouais, mais des fois, hein, pour retrouver ce qu'il nous faut, en tout cas ce qui manquait à ce morceau-là, c'était certainement ce que tu avais besoin. Ah, complètement. Et puis c'était passionnant. Ça a créé un lien particulier. Donc tu as sorti, il y a 3 titres dans cette EP. Combien d'autres tu as écrit pour te dire c'est ces 3-là? Eh bien, que ces 3-là. Enfin, il y en avait d'autres. Il y en a d'autres qui sont finis, qui sont écrits et qui l'étaient bien avant. Ouais. Mais je l'ai réservé pour la suite en fait. Et vraiment cette EP-là, moi je suis pas très partisane de beaucoup écrire et après de choisir que les meilleurs. Ouais. Je vais peut-être passer 1 mois et demi sur un seul son à tout faire pour que ce soit le plus convaincant. Donc en fait pour cette EP il y en a eu que 3 et il y avait d'autres sons de près mais ils correspondaient pas à l'histoire que j'avais envie de raconter. Et tu nous parles de la suite, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Là je prépare l'album. Ouais. Je prépare l'album et du coup on continue l'écriture qu'on avait déjà commencé avant que l'EP sorte pour que l'album sorte le plus tôt possible. Et cet album, justement, comme je le disais tout à l'heure, tu as écrit tous les titres de l'EP. Est-ce que tu souhaites aussi écrire tous les titres de l'album ou tu vas en coécrire certains ou laisser les autres écrire, ou en tout cas t'écrire, si je peux dire? Alors pour l'instant, je suis quand même bien partie pour tout écrire, à pas se mentir. Mais après, je suis pas contre. Enfin, il y a aucun... j'ai aucune posture pour l'instant par rapport à ça. Je laisse les choses venir. Pour l'instant, tout a été écrit par moi, mais je peux être surprise, voilà, de ce que me réserve le futur. Je verrai bien. Et je t'ai pas demandé d'ailleurs depuis quand t'écris? J'écris depuis toute petite. J'écrivais des chansons sur des post-it en CE2. Donc bon. Mais j'ai toujours pensé que j'étais pas du tout faite pour écrire parce que c'était toujours très très long chez moi. Il y a un peu ce mythe qu'il est important de briser, je trouve, selon moi, de ces artistes qui écrivent des tubes absolus en 10 minutes. Et en fait, quand on écoute les artistes, on se rend compte de plus en plus que parfois ils mettent des mois et des mois à écrire leurs titres. Et du coup, voilà, moi, plus jeune, je trouvais que je mettais beaucoup de temps. C'était pas une évidence, l'écriture. Donc, je pensais que j'étais pas faite pour ça. Et puis après, quand je suis rentrée au conservatoire, je m'y suis mise et j'ai persévéré. Je me suis entraînée, j'ai affiné mon écriture. Et je crois que après j'ai réussi à trouver mon style, à savoir comment je fonctionnais. Mais j'apprends toujours et puis en plus chaque titre et chaque processus d'écriture est très différent, donc c'est un perpétuel apprentissage. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour une personne qui nous écoute et qui commence l'écriture ou qui écrit un peu? Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que il y a des livres, que tu as vu des films qui t'ont plus inspiré dans la manière d'écrire un scénario aussi, puisque c'est de l'écriture? Je pense qu'il faut beaucoup lire. Ouais. Beaucoup lire, savoir quels sont nos auteurs préférés et pourquoi. Et même dans les paroliers en fait des chansons, les chansons qu'on aime, pourquoi on les aime en fait, faut reconnaître, je pense, son style et pas lâcher. Moi, mes premières chansons, quand je les relis maintenant, je les trouve assez médiocre, en toute honnêteté. Et même mes amis m'ont fait la réflexion il y a pas très longtemps que en l'espace de très peu de temps, depuis ma sortie de la Starac, ouais.
parce que je leur envoie régulièrement mes textes pour avoir leur avis. Elle me faisait la réflexion qu'en 6-7 mois, comme je me suis mise à vraiment faire ça tous les jours, en fait, mon style d'écriture avait vachement évolué et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est comme tout, hein, c'est un apprentissage. Il y en a qui ont de l'inné, mais c'est bien de comment on dit, entretenir son acquis, on va Bien dire, sûr. et de toujours travailler et de persévérer, voilà, pour affiner sa plume. Est-ce que tu as des auteurs préférés, toi, tiens? J'adore Simone de Beauvoir, j'adore Joseph Kessel. J'aime beaucoup David Fuenquinos. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'ai trouvé que son livre Vers la beauté, c'était un bijou absolu. Voilà. Il y en a d'autres, mais là, ils me viennent pas. J'ai vu qu'avec je reviens un petit peu à la musique, et ton EP, tu as fait quelques scènes cet été avec l'EP. Raconte-nous comment c'était. C'était super. Non, plus sérieusement, c'était génial. J'ai adoré être sur scène et être au contact des gens. Et puis c'est une vraie fierté de pouvoir chanter ces chansons sur scène. Et j'ai hâte de pouvoir organiser des concerts, de pouvoir, d'entendre les gens chanter mes chansons. C'est très galvanisant la scène. Ça satisfait beaucoup. Voilà, c'est addictif. Et est-ce que t'as une salle de concert qui te fait rêver plus qu'une autre? Je vais pas être très originale, mais l'Olympia et le Bercy, pour un artiste, c'est deux stades très différents, mais qui sont significatifs. Ah, les fameuses lettres rouges. Bah oui, clairement. Et puis le Bercy, c'est une référence très souvent citée. Bercy, c'est un peu, c'est un mythe, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, pas très original, mais... Non, mais c'est bien aussi de visualiser, en tout cas, pas une finalité, mais un objectif. Tu sais, oui, on parlait des chemins, justement. Même si, à mon avis, vu ce que tu nous as raconté, en tout cas, il va y avoir des chemins qui vont t'arriver dessus sans que tu les vois venir. Pour toujours le concours de circonstances. C'est ça. Je crois qu'on peut résumer en tout cas tout ce que tu nous as raconté par concours de circonstances. Exactement. Pour finir cette émission, j'aime beaucoup poser cette question. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la Enola qui regarde peut-être pour la première fois la Star Academy ou qui commence à écrire, qui commence en tout cas à comprendre que la musique, c'est quelque chose qui l'habite complètement? Je lui dirais, c'est ta voix, c'est ce qui te correspond. Selon moi, tu es faite pour ça et le reste, c'est que du travail. Je lui dirais un petit peu, voilà, t'es faite pour ça. J'en suis convaincue intérieurement et personnellement. Mais par contre, va falloir charbonner. Voilà, c'est ce que je lui dirais. Ouais. Voilà. Écoute, pour finir complètement cette émission, je te propose... Alors, on a écouté Belle et Douce tout à l'heure. Il y a 3 titres de ton EP qui s'appelle Mémoire d'un été et qui est disponible sur les plateformes de streaming. Donc, n'hésitez pas à faire les curieux en attendant l'album que nous aussi, on attend impatiemment. Et on espère que tu seras encore à nos côtés pour en parler, pour parler des titres, avec et de grand reparler plaisir. De l'écriture et de ces concours de circonstances qui vont faire naître cet album. Alors, il y a 2 titres donc, qu'on n'a pas écoutés. Avec lequel tu voudrais qu'on finisse cette émission? J'ai failli te dire je t'aime. Eh ben, on l'écoute. Je l'aime bien. Merci beaucoup, Enola, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à toi. C'était trop chouette. Je suis bien quand t'es pas loin, quand mes gestes s'attachent, tiens, ta main sur ma joue et tout mon corps en est jaloux. J'aime me cacher
comme si je n'existais pas. Pour ne pas m'oublier, je nous ai souvent dessinés. J'ai failli te dire je t'aime, failli le poser sur tes lèvres. Je le pense si fort, je te le dis parfois quand tu dors. Mes deux mains sur tes oreilles, à ma façon je prie le ciel. Je le veux si fort, je te le dis parfois quand tu dors. La 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 la. De tout, j'étire les heures jusqu'à nous. À cet instant, soit je fuis, soit je mens. J'ai failli te dire je t'aime, failli le poser sur tes lèvres. Je le pense si fort, je te le dis parfois quand tu dors. Mes deux mains sur tes oreilles, à ma façon je prie le ciel. Je le veux si fort, je te le dis parfois quand tu dors. Le silence de tes yeux fermés, tes paupières que j'embrassais. J'en reviens, j'y reviendrai. Oh, j'ai failli te dire je t'aime, failli le poser sur tes lèvres. Je le pense si fort, je te le dis parfois quand tu dors.